Aujourd'hui, nous avons un invité très controversé, un homme dont le rôle dans l'histoire de l'Espagne a marqué tout le XXe siècle. Francisco Franco, le chef des forces nationalistes pendant la guerre civile espagnole et dictateur du pays, pendant près de 40 ans. Monsieur Franco, merci de nous rejoindre aujourd'hui pour un entretien fictif. Je vous en prie, mademoiselle. C'est une opportunité importante de parler d'une époque complexe où l'Espagne s'est battue pour son unité et son avenir. Entrons directement dans le vif du sujet. La guerre civile espagnole. Vous avez dirigé une insurrection militaire en 1936 contre le gouvernement républicain. Quelles étaient vos motivations à ce moment-là? L'Espagne traversait une période de chaos. Le gouvernement républicain ne contrôlait plus rien. Les forces anarchistes, socialistes et communistes cherchaient à détruire les fondations de la nation espagnole. L'Église était attaquée, la propriété privée remise en cause, et des régions comme la Catalogne et le Pays basque demandaient l'indépendance. Devant cette anarchie, l'armée ne pouvait rester inactive. Mon devoir était de restaurer l'ordre, de préserver l'unité du pays et de sauver l'Espagne d'un effondrement total. Vous parlez d'un chaos, mais ce chaos s'est soldé par une guerre civile qui a duré près de 3 ans, causant plus d'1 million de victimes. La violence était omniprésente des deux côtés. Comment justifiez-vous le prix humain si élevé de cette guerre? Chaque guerre civile est une tragédie. Mais il est important de comprendre que nous n'avions pas d'autre choix. Les républicains, soutenus par des anarchistes et des communistes, voulaient transformer l'Espagne en un État marxiste. Nous devions défendre notre patrie. Certes, il y a eu des violences, et je regrette la perte de vie, mais nous étions engagés dans une lutte existentielle. L'alternative aurait été la destruction totale de l'Espagne, son effondrement sous le poids de l'anarchie et de la division. Le prix était élevé, mais c'était le seul moyen de garantir un avenir stable pour la nation. Vous avez mentionné les communistes et les anarchistes, mais que dites-vous des accusations concernant les exactions commises par vos propres troupes, notamment le massacre de Guernica? Cet événement est devenu un symbole international de la brutalité de la guerre. Guernica a été déformé par la propagande. Il est vrai que la ville a été bombardée, mais il s'agissait d'une cible militaire légitime. Guernica n'était pas seulement un village basque innocent, c'était un bastion des forces républicaines et un nœud stratégique de communication. Les bombardements, menés par la Légion Condor allemande, avaient pour but de couper les lignes de ravitaillement ennemies. Bien entendu, je regrette que des civils aient été touchés, mais cela fait partie des tragédies de la guerre. Ceux qui ont utilisé cet événement pour ternir l'image de notre lutte ont manipulé la vérité pour servir leurs propres intérêts politiques. Pourtant, Guernica reste gravé dans l'imaginaire collectif grâce au célèbre tableau de Picasso, qui dépeint la souffrance des civils. Cette œuvre est souvent utilisée pour symboliser l'horreur des guerres modernes. Comment réagissez-vous face à cette représentation? Picasso a utilisé Guernica comme un outil de propagande, une manière de faire passer un message politique au monde. Ce tableau est une œuvre artistique, mais ce n'est en rien une représentation fidèle des événements. L'art peut être utilisé pour exprimer la douleur, mais il est important de se rappeler que la guerre n'est jamais propre. Malheureusement, la réalité est bien plus complexe. Guernica a été un épisode tragique, mais ce n'était pas l'acte barbare et gratuit que certains essayent de faire croire. Revenons sur les alliances que vous aviez pendant cette guerre. Vous avez reçu un soutien militaire important d'Hitler et de Mussolini. Comment ce soutien a-t-il influencé votre conduite de la guerre et votre vision pour l'Espagne? Il est vrai que l'Allemagne et l'Italie nous ont apporté un soutien crucial, et je leur en suis reconnaissant. Ce soutien nous a permis de maintenir un front solide contre les républicains, qui eux-mêmes étaient largement soutenus par l'URSS et les brigades internationales. Cependant, il est important de noter que notre alliance était purement tactique. L'Espagne a toujours gardé son indépendance. Nous n'avons pas adopté les idéologies de ces pays. Nous avons simplement utilisé les ressources nécessaires pour sauver notre nation. Mon objectif n'a jamais été de transformer l'Espagne en un État fasciste, mais de restaurer l'ordre et l'unité. Passons maintenant à la période de la Seconde Guerre mondiale. Bien que l'Espagne ait officiellement maintenu sa neutralité, vous avez soutenu indirectement les puissances de l'Axe, notamment en envoyant la division Azul sur le front de l'Est. Pourquoi ce choix?
Et comment avez-vous navigué entre la pression de l'Axe et celle des Alliés? L'Espagne sortait d'une guerre civile dévastatrice, et la priorité était de reconstruire le pays. J'ai maintenu la neutralité officielle, car l'Espagne n'était pas en mesure de supporter un nouveau conflit. Cependant, il est vrai que nous avions des sympathies pour l'Axe, en particulier en raison de l'aide reçue pendant la guerre civile. L'envoi de la division Azul était un geste symbolique pour remercier l'Allemagne de son soutien, mais cela nous permettait aussi de rester en dehors d'un engagement direct dans la guerre. En même temps, je comprenais que la balance du pouvoir mondial pouvait basculer en faveur des Alliés. Il était donc nécessaire de rester flexible, de ne pas trop s'engager pour éviter des représailles de la part des puissances victorieuses. Vous avez donc cherché à jouer sur deux tableaux? On peut le voir ainsi. Mon objectif principal était de protéger l'Espagne. Nous ne pouvions nous permettre de nous impliquer trop profondément dans un conflit mondial. J'ai veillé à maintenir des relations suffisamment amicales avec l'Axe pour préserver notre indépendance, tout en évitant de provoquer les Alliés. Ce n'était pas une tâche facile, mais cela a permis à l'Espagne d'échapper à la destruction totale et d'éviter l'occupation étrangère. Après la guerre, l'Espagne a été largement isolée sur la scène internationale. Vous avez cependant réussi à réintégrer progressivement votre pays dans la communauté internationale, notamment pendant la guerre froide. Comment avez-vous surmonté cet isolement? Oui, après la Seconde Guerre mondiale, l'Espagne a été marginalisée, notamment en raison de notre relation avec l'Axe. Cependant, avec l'avènement de la guerre froide, la dynamique mondiale a changé. L'Espagne, malgré son régime autoritaire, s'est avérée être un allié stratégique pour les États-Unis et l'OTAN dans la lutte contre le communisme. C'est dans ce contexte que nous avons pu rétablir des liens avec l'Occident. L'Espagne était un rempart contre l'expansion soviétique. Et cela nous a permis de sortir de l'isolement et de participer à la scène internationale, tout en préservant notre indépendance. Une fois la guerre civile terminée en 1939 et la Seconde Guerre mondiale achevée, vous avez instauré une dictature qui a duré près de 4 décennies. Quelles étaient vos priorités pour l'Espagne après cette victoire nationale? Après la guerre, l'Espagne était dévastée. Mon premier objectif était de reconstruire le pays, de restaurer l'ordre et de relancer l'économie. J'ai aussi veillé à renforcer les liens avec l'Église catholique, qui est au cœur de notre identité nationale. Les divisions politiques et régionales qui avaient déchiré l'Espagne devaient être éradiquées pour garantir une stabilité durable. Il était aussi essentiel de protéger le pays des influences étrangères, qu'elles viennent du communisme ou d'autres idéologies contraires à nos traditions. Vous avez également mis en place une forte répression, notamment contre les mouvements régionaux en Catalogne et au Pays basque, ainsi que des politiques de censure. Comment justifiez-vous ces mesures? L'unité nationale est non négociable. Le séparatisme, qu'il soit basque ou catalan, représente une menace directe à cette unité. Il est évident que des mesures fermes étaient nécessaires pour maintenir cette cohésion. Quant à la censure, elle était indispensable pour protéger la population des idées subversives et destructrices qui avaient déjà plongé le pays dans la guerre. Les idées anarchistes, communistes et socialistes, qui avaient semé le chaos avant la guerre civile, devaient être éradiquées pour éviter un retour à l'anarchie. La presse, les arts et l'éducation ont tous été placés sous contrôle de l'État pour veiller à ce que les fondations de notre nation ne soient plus jamais ébranlées. Ce n'était pas une question de restreindre la liberté, mais de protéger l'Espagne contre des influences destructrices. Pourtant, cette répression a laissé des cicatrices profondes dans certaines régions, notamment en Catalogne et au Pays basque. Comment réagissez-vous à ceux qui disent que votre régime a étouffé les identités culturelles de ces régions? Je comprends que certaines voix critiques puissent voir les choses ainsi, mais il est essentiel de voir l'unité de l'Espagne comme quelque chose de sacré. La Catalogne et le Pays basque font partie intégrante de notre nation. Le séparatisme n'a fait qu'alimenter la division et la faiblesse, et c'est précisément cette division qui a conduit à la guerre civile. Le respect de la diversité régionale est important,
Mais il ne peut se faire au détriment de l'unité nationale. La langue, les traditions, oui, mais la priorité doit toujours être donnée à l'unité espagnole. Nous avons travaillé à garantir la paix et la stabilité, et pour cela, des sacrifices étaient nécessaires. Durant votre long règne, l'Espagne a aussi connu des changements économiques significatifs, notamment dans les années 60 avec l'ouverture progressive au tourisme et aux investissements étrangers. Était-ce une concession aux réalités économiques modernes ou une évolution naturelle pour l'Espagne? Nous savions que pour redresser l'Espagne, il fallait moderniser l'économie. L'autarcie que nous avions mise en place après la guerre civile était nécessaire pour reconstruire, mais elle avait ses limites, en ouvrant progressivement l'Espagne aux capitaux étrangers et, en développant le tourisme, nous avons pu renforcer notre économie sans pour autant sacrifier notre indépendance. C'était une étape naturelle dans le développement de l'Espagne. Les années 60 ont vu l'Espagne entrer dans une ère de prospérité croissante, ce qui a prouvé que nous pouvions allier modernité et stabilité. À la fin de votre règne, vous avez préparé la transition du pouvoir en désignant Juan Carlos de Bourbon comme votre successeur. Pourtant, après votre mort, il a choisi de rétablir une monarchie constitutionnelle et d'ouvrir la voie à la démocratie. Comment voyez-vous cette décision rétrospectivement? Mon objectif a toujours été de garantir l'avenir de l'Espagne. En désignant Juan Carlos, j'ai choisi quelqu'un qui, je le pensais, assurerait la continuité de nos valeurs et de notre héritage. Sa décision d'ouvrir le pays à la démocratie après ma mort n'était pas mon intention initiale. Cependant, chaque époque a ses défis, et je comprends qu'il a dû adapter ses choix aux réalités du moment. Merci, Monsieur Franco, pour cet entretien fictif. Ce fut un voyage à travers l'histoire de l'Espagne moderne, avec tous ses conflits et ses transformations. Que chacun tire ses propres conclusions sur cette période si controversée.